Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'esprit, oui, vraiment complexe et fascinant d'un géant de la littérature du 19e siècle, Stendhal, ou de son vrai nom, Marie-Henri Beyle. La question peut paraître un peu étrange, je vous l'accorde. Et pourtant, l'analyse que Stendhal fait de la psychologie humaine est si pointue, si précise, qu'on a l'impression qu'il parle de notre monde, maintenant. Alors comment est-ce possible? Comment cet homme a-t-il pu voir si loin, jusqu'à anticiper les mécanismes de notre société de consommation? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour commencer à comprendre, il faut d'abord se pencher sur le personnage lui-même. Et là, on entre dans le vif du sujet. Stendhal, c'était un homme pétri de contradictions. Il y avait chez lui une vraie dualité. D'un côté, on a le romantique pur jus, passionné, fou d'Italie, d'art, qui rêve de gloire. Et de l'autre, un analyste, froid, quasi scientifique, presque cynique, qui observe les sentiments humains comme un entomologiste, et qui fait de la dissimulation un véritable art de vivre. C'est cette tension permanente entre le cœur et la raison qui est sans doute la clé de son génie. Et cette sensibilité, elle était tellement à fleur de peau qu'elle a carrément donné son nom à un phénomène psychologique. Vous savez, le fameux syndrome de Stendhal. L'anecdote, c'est qu'en visite à Florence, devant la splendeur de la basilique Santa Cruz, il est tellement submergé par la beauté qu'il en fait un vrai malaise, palpitations, vertige. Sans dit long sur l'intensité de ses émotions, des émotions qu'il a pourtant passé sa vie à essayer de cacher et de maîtriser par l'analyse. Bon, voyons maintenant comment il a utilisé ce regard si particulier, si analytique, pour peindre le portrait de son temps. Il faut bien se remettre dans le contexte. Stendhal a vécu une période de folie, de grands bouleversements. Il a d'abord été soldat dans l'armée de Napoléon, puis il est devenu diplomate. Autant dire qu'il a été un témoin de premier choix des secousses politiques et sociales de son temps, notamment sous la Restauration. Et cette citation, elle est célèbre. Elle résume parfaitement sa vision de la littérature. Pour Stendhal, un roman, ça ne doit pas enjoliver la réalité. Non, ça doit être un miroir qui reflète tout, sans filtre, le beau comme le laid, le ciel bleu au-dessus, mais aussi la boue sur la route. C'est la naissance d'une nouvelle façon d'écrire, le réalisme. Et le meilleur exemple de ça, son application parfaite, c'est bien sûr son chef-d'œuvre, Le Rouge et le Noir. Publié en 1830, le livre porte même un sous-titre, Chronique de 1830. On ne peut pas être plus clair, il ancre son histoire dans la réalité brute de son époque. Le héros du roman, Julien Sorel, c'est une sorte de cas d'école sur l'ambition dans une société qui est complètement bloquée. C'est l'histoire d'un jeune homme qui part de rien, un provincial, et qui va utiliser son intelligence et le jeu de la séduction comme de véritables armes pour se faire une place au soleil, pour monter les échelons. Jusqu'à la chute, bien sûr, qui sera aussi brutale que l'ascension. Et rien que le titre, Le Rouge et le Noir, c'est déjà toute une analyse sociologique. Le rouge, c'est la carrière militaire, l'héritage de Napoléon, la voie de la passion et de la gloire. Et le noir, c'est la carrière dans l'Église, la voie de l'hypocrisie, des complots, la grande affaire de l'époque, de la Restauration. Deux chemins, deux mondes qui déchirent son héros et qui en fait déchirent tout son siècle. Mais Stendhal, ce n'est pas juste un critique social. C'est aussi quelqu'un qui a développé une philosophie de vie très personnelle, une sorte de manuel de survie qu'il a appelé le beylisme. Alors, le beylisme, du nom de Beyle, son vrai nom. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que la vie est une chasse au bonheur. Attention, pas un bonheur qu'on attend passivement, non. Un bonheur qu'on va chercher, qu'on conquiert avec énergie, avec lucidité. Et surtout, dans un monde qu'on voit comme rempli d'obstacles et d'ennemis. Et pour réussir dans cette chasse, il y a une tactique principale, un outil indispensable, la dissimulation. Il ne s'agit pas juste de cacher ses faiblesses, non. Il s'agit aussi et surtout de cacher ses forces, ses vrais sentiments, pour ne pas provoquer la jalousie des autres. Pour Stendhal, cette stratégie de survie, c'est presque un jeu, un art à maîtriser. Ce regard lucide, presque chirurgical, Stendhal va l'appliquer au domaine le plus irrationnel qui soit, l'amour. Et c'est là, vraiment, qu'il devient incroyablement moderne. Il a mis un nom sur un concept que tout le monde a déjà expérimenté, la cristallisation. C'est ce processus mental qui se déclenche quand on tombe amoureux. Notre esprit se met à projeter sur la personne aimée toutes les qualités possibles et imaginables, qu'elles les aient ou pas. En fait, on fabrique une version idéalisée de l'autre. Et pour expliquer ça, il a une métaphore absolument géniale. Il dit « Prenez une branche d'arbre toute sèche, toute nue. Jetez-la dans les mines de sel de Salzbourg. Quand vous la ressortez, elle est couverte de milliers de cristaux magnifiques. Elle scintille. La branche en elle-même n'a pas changé, c'est toujours du bois mort. Mais notre perception, elle, est totalement transformée. Eh bien, c'est exactement ça que notre imagination fait à la personne qu'on aime. Mais son analyse ne s'arrête pas là. Il a cette intuition folle que la nature même du désir est en train de se métamorphoser avec l'arrivée de la modernité. Il part d'un modèle de base, très simple, le désir authentique ou linéaire. Un sujet désire un objet. C'est une ligne droite. Le désir vient de soi, il est direct, spontané.
Mais là où il est visionnaire, c'est qu'il identifie une nouvelle forme de désir, bien plus courant dans le monde moderne, le désir triangulaire. L'idée, c'est que le désir n'est plus une ligne droite, il passe par un troisième point, un médiateur. En clair, on ne désire plus un objet pour ce qu'il est, mais parce qu'une autre personne, qu'on admire, qu'on envie, qu'on imite, le désire ou le possède déjà. C'est le désir de l'autre qui rend l'objet désirable. Et voilà, on a bouclé la boucle. On revient à notre question du début. Avec cette théorie du désir triangulaire, Stendhal décrit avec 150 ans d'avance le principe même de la publicité et du marketing d'influence. Le message n'est pas « acheter ce produit, il est génial », non. Le message c'est « cette personne que vous admirez le possède. Et si vous le possédez aussi, vous lui ressemblerez un peu. » C'est tout simplement bluffant. Alors, en fin de compte, que nous reste-t-il aujourd'hui de cet esprit si particulier? Quel est son héritage? Eh bien, il est immense. Stendhal, c'est un des pères fondateurs du roman psychologique moderne. Il nous a laissé une philosophie de vie, le béilisme. Il a mis au jour ce mécanisme du désir triangulaire qui est au cœur de notre société. Et bien sûr, son nom est pour toujours lié à cette émotion si puissante face à la beauté. Ce qui est assez ironique, c'est que de son vivant, Stendhal n'a quasiment pas eu de succès. Il disait lui-même qu'il écrivait pour les happy few, ce tout petit cercle de gens capables de le comprendre, et aujourd'hui, ses analyses psychologiques sont devenues des clés essentielles pour décrypter le comportement de la société de masse. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question qui vient tout droit de son œuvre. À notre époque, à l'heure des influenceurs, des réseaux sociaux, des algorithmes qui nous suggèrent en permanence quoi aimer, peut-on encore être sûr que nos désirs nous appartiennent vraiment ? La question est vertigineuse. Stendhal a posé les bases de la réflexion il y a 200 ans, à chacun de nous maintenant d'y réfléchir.